Bonjour, dernière vidéo de cette série consacrée aux incertitudes de mesure. Donc, après avoir vu tout, en partie ce que propose le GOUM concernant les incertitudes, donc on a vu le type A, le type B, on a vu, chose importante, bien entendu, la gestion des biais, ça le GOUM ne le propose pas. Eh bien, il nous reste à voir, le dernier volet, ce que le GOUM appelle l'incertitude composée. On va y revenir. Et on aura, à cette occasion-là, on y verra deux méthodes, la méthode dite classique et la méthode Monte-Carlo. Alors, c'est parti pour cette dernière partie. Alors, le modèle que je propose est assez simple. On souhaite connaître la longueur de cet axe ici, cette longueur petit l, que l'on ne mesure pas directement. Et en fait, ce que l'on vient mesurer, c'est la longueur projetée au sol ici, suivant cet angle θ qui lui aussi est mesuré. Donc x et θ sont nos paramètres d'entrée, mesurés, avec bien entendu, puisqu'il s'agit de mesure, une incertitude associée. Et donc on souhaite connaître la longueur petit l et son incertitude associée. Donc, le modèle de la mesure est élémentaire ici, puisque cosinus θ, c'est x sur L. On en déduit que petit l est égal à x sur cosinus θ. Donc ça, alors j'ai choisi à dessein une formule qui est hautement non linéaire. On en verra les conséquences plus tard. Et donc, nous, ce que l'on souhaite connaître, c'est la longueur petit l et son incertitude. Donc, on commence par l'estimation ponctuelle, c'est-à-dire la valeur centrale de petit l, en appliquant tout simplement cette formule-là à nos deux paramètres d'entrée. Elle est là, le premier geste de la composition, d'accord. Mais là, c'est élémentaire, donc voilà, on divise x par cosinus θ, et l'on obtient une estimation centrale, ponctuelle, 141,4 cm. Maintenant, concernant la propagation, ce qu'on appelle la propagation des incertitudes au travers de ce modèle-là, attention, il ne suffit pas de rentrer les incertitudes dans la formule, ça ne se passe pas comme ça, d'accord. Alors, qu'est-ce que l'on fait en pratique dans l'approche dite classique ici, on développe cette formule. En fait, cette formule n'est pas linéaire. On la linéarise en la développant, en faisant ce qu'on appelle une série de développement en série de Taylor. On ne garde que les premiers ordres, d'accord. Et ensuite, on applique à ce développement de Taylor l'opérateur variance. Et on arrive à cette formule qui est bien connue. Alors bon, ici, ce sont les écarts-types au carré. Mais on va dire que l'écart-type sur petit l, c'est sous la racine. C'est donc l'incertitude au carré sur petit x, premier paramètre d'entrée, que multiplie ce qu'on appelle le coefficient de sensibilité à ce paramètre-là, qui est la dérivée partielle de L par x, d'accord, plus, donc là encore on est sur une somme quadratique, puisqu'on a linéarisé la formule, attention, l'astuce est là, plus l'incertitude au carré sur θ, que multiplie, là encore au carré, le coefficient de sensibilité qui est obtenu en dérivant la fonction par cosinus θ. Voilà. Et donc, une fois que l'on a ces grandeurs-là, donc ça on connaît, on connaît u de x, on connaît u θ, eh bien, il suffit d'aller calculer ces paramètres-là, donc c'est une opération mathématique, il faut les dériver. Et donc, lorsqu'on dérive par rapport à x et par rapport à θ, on obtient donc les deux coefficients de sensibilité. Voilà. Donc la dérivée de d rond L sur d rond x, c'est 1 sur cosinus θ, et pour θ est égal à 45 degrés, eh bien on a 1,41. Et la dérivée d rond L sur d rond θ, c'est cette formule plus compliquée, c'est x. Ici, c'est le facteur de conversion, puisqu'on transforme les degrés en radians. Attention, sinus θ sur cosinus θ carré. D'accord ? Qui est égal ici à 2,47. Voilà, donc tout simplement, ensuite, vous faites ça au carré fois ça au carré, plus ça au carré fois ça au carré, d'accord, et vous mettez ça sous une racine carrée, et vous obtenez l'incertitude composée, composée par ces deux paramètres d'entrée, associés à l'estimation ponctuelle de L. Et donc, on obtient ici, voilà, on obtient donc 141,4 cm, plus ou moins 1,9 cm. Donc ici, je n'ai pas élargi un facteur 2.
Donc voilà, voilà quelle est l'approche classique hein, en utilisant cette formule usuelle, classique, hein, bien connue de tous les métrologues. D'accord, alors imaginez que vous ayez 40 paramètres d'entrée, ça peut devenir assez fastidieux, il y a des dérivés qui sont évidentes, il y en a qui le sont moins, bon, mais voilà, enfin, en général ça se passe bien, d'accord. Alors, je vais maintenant vous montrer la méthode Monte-Carlo appliquée à ce même problème, et vous allez voir que les choses deviennent beaucoup plus simples. Alors, comment ça se passe pour la méthode Monte-Carlo? Eh bien, en fait, on va simplement générer une variable aléatoire centrée sur l'estimation, sur la valeur mesurée de x, et en faisant bouger cette estimation suivant son incertitude. Alors, donc, attention à nouveau, hein, je fais du Monte-Carlo, donc je fais bouger la valeur vraie autour de la valeur mesurée parce que je la connais mal. Hein, donc ça ne veut pas dire que petit x fluctue. Hein, on n'est pas en présence d'oscillation ici, ou que l'angle aussi... pour avoir des oscillations, on pourrait avoir des oscillations. Si c'était le cas, le modèle serait plus compliqué. Bon, pour l'instant, on suppose que rien ne bouge dans cette affaire, mais qu'on connaît mal les paramètres, les deux paramètres d'entrée. Donc, on va fabriquer une variable aléatoire centrée sur x, mesurée, avec un écart type égal à l'incertitude de type pour x, et idem pour θ. D'accord ? On va prendre des lois normales, hein, c'est ce que tout le monde fait usuellement, sauf information supplémentaire. Voilà. Donc c'est parti, et donc ici vous allez retrouver la technique utilisée pour générer une variable aléatoire centrée sur x, et d'écart type ici, incertitude sur x, et pareil pour là. Voilà. Donc on fait fluctuer nos paramètres d'entrée, et tout simplement maintenant, on va les composer suivant la formule x sur cosinus θ, ligne par ligne. Hein, donc on reproduit la formule pour... Alors ici, je fais 30 000 réalisations. Hein, donc on aura une bonne estimation. Donc c'est x que divise cosinus. Alors là, attention, il faut transformer les degrés en radians. Alors comment je fais? C'est les degrés que divise 180 que multiplie pi. Hein, donc ça va transformer mes degrés en radians. Hein, c'est indispensable pour la fonction cosinus. Et voilà. Une petite erreur, il doit me manquer une parenthèse, j'accepte. Donc voilà la première valeur obtenue, et cette valeur-là, eh bien, on va la réaliser 30 000 fois, hein, tout simplement en propageant la formule, donc ligne par ligne. Et voici ce que l'on obtient. Alors, on obtient ici la distribution de ces valeurs estimées de petit l, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, on vient chercher la moyenne de ces 30 000 valeurs, et cette moyenne ici devient l'estimation ponctuelle de petit l. Hein, et je l'ai reporté ici. On retrouve donc 141,4 cm. Et l'écart type de cette variable aléatoire devient l'incertitude de type, c'est-à-dire l'incertitude de type composée, que l'on avait obtenue ici, et on retrouve 1,9 cm. D'accord ? Donc on voit que cette méthode Monte-Carlo marche bien. Hein, alors on peut faire sur F9, hein, on va voir la stabilité de l'estimation. Hein, on voit que, alors ça bouge un peu, hein, mais globalement... L'estimation est correcte, hein. On peut faire 100 000 tirages, etc., ça serait bien mieux. Hein. On voit la qualité de l'estimation, ça marche très bien. Je dirais les deux méthodes, c'est une forme de validation croisée. Hein. Les deux méthodes, cette méthode, la méthode Monte-Carlo, confirme la pertinence de cette approche et réciproquement. On va voir que ça peut changer. Hein. Ça peut changer. Alors, pourquoi est-ce que ça peut changer? Parce que je vous l'ai dit, on a ici une formule non linéaire, d'accord? Et on va se rendre compte de la chose suivante, c'est que si on augmente l'angle, si on se rapproche doucement de 90 degrés, on va arriver à un problème. Si j'ai un angle de 90 degrés, je ne peux plus estimer ma longueur, je n'ai plus de projection au sol,
D'accord? Donc physiquement, la mesure n'est plus réalisable. Et la formule, ça sera une projection au sol qui est nulle divisée par un cosinus θ qui est lui aussi tout autant nul. C'est-à-dire on obtient 0 sur 0, donc ça ne marche plus. Et on va voir, je vais mettre en évidence doucement cette instabilité, hein, tout simplement en faisant... tout d'abord, je vais augmenter l'incertitude sur l'angle. Et on va voir qu'il peut se passer des choses. Ici, l'estimation ponctuelle, elle ne change pas dans la méthode classique. Là, on se rend compte que l'estimation par Monte-Carlo a un petit peu évolué. D'accord ? Elle est un petit peu augmentée. Et on va se rendre compte, commence à le voir ici, c'est que initialement on avait une loi assez gaussienne, et là on commence à voir une loi qui est un petit peu dissymétrique. Ça, c'est le signe d'une non-linéarité. D'accord ? Voilà. Donc si on continue à augmenter l'incertitude sur l'angle, eh bien on va continuer à augmenter on va mettre de plus en plus en évidence cette non-linéarité. Mais pour l'instant, on est assez loin de 90 degrés. Hein. Alors, on va voir ce qui se passe lorsque j'augmente doucement l'angle θ. On va voir si tout ça suit bien. Et vous voyez qu'il y a un petit décalage systématique. Alors, si je baisse l'angle, si je baisse l'incertitude sur l'angle, je vais retrouver vraiment des estimations qui collent bien. Hein, si j'augmente un petit peu l'angle, si je joue sur cette non-linéarité, eh bien, on voit que les estimations sont légèrement différentes. Pour l'instant, ce n'est pas un problème en soi, ça reste assez mineur. Une remarque, quelque chose d'intéressant, c'est que y a quelque chose qui est intéressant déjà dans l'approche classique, c'est qu'on a ici les coefficients de sensibilité. Alors notez bien que la valeur de petit x impacte la valeur du coefficient de sensibilité pour l'angle θ et réciproquement. La valeur de l'angle θ impacte le coefficient de sensibilité par rapport à x. Ça, c'est lié au fait que notre formule ici, c'est un rapport de deux variables aléatoires. Et ça, on l'avait vu dans la 4e vidéo, c'est une forme de couplage, c'est une non-linéarité. On avait vu que la moyenne de l'un impactait la dispersion de l'autre. D'accord ? Là, si je baisse pour le même angle, si je baisse la longueur mesurée projetée au sol d'un facteur 2, vous voyez que tout simplement le coefficient de sensibilité sur l'angle θ baisse. D'accord ? Voilà. Donc je reprends 100 cm. À l'inverse, au fur et à mesure que j'augmente l'angle, le cosinus θ, lui, il baisse. Donc son inverse augmente et le coefficient de sensibilité ici augmente aussi. D'accord ? Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir comment évoluent les coefficients de sensibilité en fonction des paramètres, des valeurs moyennes des paramètres d'entrée. Petit a. Ça, la méthode classique le permet, la méthode par Monte-Carlo le permet aussi. D'accord ? Alors là, ici, pas directement. On peut le faire assez simplement dans un code. Mais si vous remarquez par exemple que je vais m'intéresser, je vais aller chercher je vais aller avec la méthode Monte-Carlo, je vais venir estimer le coefficient de sensibilité pour l'angle θ. Eh bien, si on remarque ici que pour une toute petite valeur de l'incertitude sur x, par exemple, je vais prendre 0,01, à ce moment-là, ce terme-là, d'autant que c'est élevé au carré, ce terme-là va devenir négligeable et je vais obtenir u carré sur L est égal à d rond L sur d rond θ carré fois u θ carré. D'accord ? Donc les carrés disparaissent et je vais pouvoir calculer le coefficient de sensibilité simplement comme l'incertitude sur L que divise l'incertitude sur θ. D'accord ? Et ça, pour le Monte-Carlo, je les ai. Voilà, j'attends qu'Excel réponde. Donc je vais le calculer ici, égal. Alors je changerai la valeur après. Donc je l'ai dit, c'est u carré, c'est u de L. Donc u de L, je l'ai ici par exemple. Ou ici, puisque là j'ai mis. Non, je ne l'ai pas nommé non plus. Que divise u de θ, qui est là. Et j'obtiens 4,08. Alors je vais
regardez bien, alors ça ne marche pas pour l'instant parce que je n'ai pas annulé ce terme-là. Alors je ne peux pas mettre 0, hein, parce que si je mets 0 ici, repris par la méthode Monte Carlo, je ne peux pas rentrer un écart type nul sur la construction d'une variable aléatoire. Hein. Regardez si je le fais, si je mets 0, hein, faites attention, tac, ça ne marche plus. Donc je vais mettre 0.01, tout ça élevé au carré devient une grandeur insignifiante, et je retrouve à peu de choses la même grandeur. Si je baisse l'angle θ à nouveau, si je me rapproche de la linéarité, hein, on va voir que bien, je vais retrouver le même coefficient de sensibilité. Donc on peut aussi calculer les coefficients de sensibilité dans un code en faisant bouger les paramètres d'entrée et en faisant ces rapports sur les écarts types. D'accord ? Voilà, donc je ne vais calculer que celui-là. Je vais laisser cette incertitude assez faible. On va voir ce qui se passe lorsque l'angle augmente maintenant. D'accord ? Donc pour l'instant, tout va bien. Je vais mettre 1 degré. Voilà. Je vais mettre une incertitude d'1 degré. D'accord ? Et puis je vais augmenter l'angle. Hein, et je vais m'approcher d'une zone d'instabilité. Pour l'instant, les incertitudes sont proches, les coefficients de sensibilité aussi. Hein, je suis à 60 degrés. Si on regarde la distribution, on reste encore assez linéaire. Hein, la déformation de la distribution n'est pas flagrante. Je continue à augmenter l'angle. Et donc, on va voir doucement que les valeurs vont s'écarter. Hein. Voilà, ici, les valeurs sont... l'écart relatif, il reste limité, mais en absolu, hein, j'ai un écart d'1 centimètre. Et on voit ici que, effectivement, les coefficients de sensibilité sont un petit peu différents. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe fondamentalement ? Et là, c'est tout l'intérêt de la méthode Monte Carlo, c'est qu'en fait, ce développement limité, ici, ne prend en compte que les premiers ordres. Voilà, ça s'appelle un développement limité au premier ordre. Et il y a des ordres supérieurs qui sont négligés. Voilà. Alors, tant que les variations sont faibles, tant qu'on est dans un domaine où cette approximation linéaire respecte un petit peu la linéarité de la physique, hein, d'accord, ça se passe assez bien. Hein, je vous rappelle ici que la formule n'est pas linéaire sur un plan fondamental. Donc on l'a linéarisé, mais ça marche assez bien. Hein, ça marche pour des petits accroissements. D'accord ? Si j'augmente l'angle θ, vous allez voir que les paramètres vous voyez ce qui se passe, hein, ça ne change pas l'estimation ponctuelle ici. Hein, vous voyez que le coefficient de sensibilité, il augmente ici. Je continue à m'éloigner de la linéarité. Cette expression-là, hein, elle a le signe à peu près égal, devient de moins en moins bonne, je dirais. Hein, de moins en moins recevable. Pour l'instant, tout va bien. Vous allez voir ce qui peut se passer. Alors, donc, lorsque je m'approche de 80 degrés, là, les différences commencent à être assez notables. Hein, valeur ponctuelle 575,9 cm. Et ici 596. Donc, j'ai deux estimateurs avec deux incertitudes qui restent du même ordre de grandeur, mais qui là encore sont assez différentes. Hein, alors si on regarde les barres d'incertitude, les deux valeurs restent encore pour l'instant assez cohérentes. D'accord ? Une question se pose dans ce cas de figure. Hein. J'ai ici deux estimations différentes d'une même grandeur. Quelle est la meilleure ? La réponse c'est la méthode Monte Carlo. Parce que la méthode Monte Carlo le prend de façon native tous les ordres. Il ne fait pas d'approximation. D'accord ? Voilà. Donc la meilleure estimation, ça sera toujours la méthode Monte Carlo. D'accord ? Tant qu'elle est applicable. Donc si je continue à augmenter les angles, alors regardez ce qui se passe. Hein. Ça va commencer à partir un petit peu en vrille, hein, comme on dit en aéronautique. Hein, vous voyez ici les coefficients de sensibilité commencent à être très différents. Les écarts entre les estimations ponctuelles et puis les incertitudes continuent à s'accroître. Et en fait, le problème va exister lorsqu'on va se rapprocher de 90 degrés. Voilà, là ça commence à devenir assez explosif. Alors, de plus, regardez, si j'appuie sur F9, les estimations par méthode Monte Carlo deviennent assez fluctuantes. D'accord ? Alors pour les stabiliser, il faudrait faire beaucoup plus de valeurs. Ça montre surtout qu'on s'approche d'un domaine d'instabilité, de la mesure. Regardez l'incertitude, là ça se passe très mal. D'accord ? Alors je peux redescendre à 1 degré par exemple. Voilà, je vais redescendre à 1 degré parce que c'était un petit peu trop, ça va aller un petit peu mieux. Je retrouve une certaine linéarité ici.
D'accord? Donc si je baisse l'incertitude, je vais retrouver une certaine linéarité. Mais vous voyez la forme de la distribution, là on sort du domaine de la linéarité. Hein. Cette forme particulièrement, un petit peu en qui 2, je dirais, signe la non-linéarité réelle du processus. Hein, donc maintenant, si je continue à me rapprocher de 90 degrés, eh bien, on va retrouver, voilà, là ici, ça décroche complètement. D'accord. La méthode Monte-Carlo est assez instable, mais elle nous dit surtout que l'estimation classique n'est pas bonne. Elle nous dit surtout, lorsqu'on voit la fluctuation de l'incertitude ici, eh bien que la mesure avec un tel angle à 87 degrés, la mesure ici, elle est plus recevable. Elle n'est plus fiable. Si vous voulez qu'elle soit fiable, hein, regardez l'écart entre les coefficients de sensibilité. Si vous voulez retrouver avec un angle pareil, si l'angle est 87 degrés, vous devez faire avec, eh bien, il vous faut retrouver, il faut que vous ayez une incertitude beaucoup plus petite sur l'estimation de l'angle. Hein, si à 87 degrés maintenant, hein, je redescends, je baisse mon incertitude, j'améliore mon incertitude sur l'angle, je vais retrouver ma linéarité. D'accord? Hein, regardez ici, là, j'arrive à deux estimations qui sont cohérentes. Donc là, la méthode Monte-Carlo, lorsqu'elle... Hein, si vous vous arrêtez à la méthode classique est très optimiste. D'accord? Mais alors, tant qu'avec des petites incertitudes, on a les mêmes résultats. Simplement, si l'incertitude est plus élevée, hein, ce que montre la méthode Monte-Carlo, on a quand même une incertitude relative très élevée, hein, ici mais la méthode Monte-Carlo, plus que ce calcul-là, vous montre que à ce niveau-là, la méthode n'est plus valable. Voilà, c'est trop instable, ça devient totalement incertain, ça n'a plus aucun sens. D'accord? Donc il faut, comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, pour même mesurer à 88 degrés, soyons fous. Et effectivement, alors là, vous voyez, c'est totalement instable, hein, mais il faudra fortement baisser les incertitudes d'ailleurs sur les deux paramètres, hein, puisque le paramètre ici, hein, ils sont croisés, mais voilà, il faudra fortement baisser les incertitudes. Voilà, si on peut passer à 0,01, bon, ben là, on se rapproche. Là, les deux estimations à nouveau sont recevables. Donc voilà, voilà la méthode Monte-Carlo versus la méthode classique pour les incertitudes composées avec cette expression classique. L'intérêt de la méthode Monte-Carlo, c'est que si vous avez 40 paramètres, vous pouvez modéliser vos 40 paramètres en 5 minutes, hein, ça on l'a vu. Hein, à partir du moment où vous connaissez leur estimation ponctuelle et les incertitudes associées, si rien ne s'oppose à ce que ce soit des lois gaussiennes, eh bien, ça prend 5 minutes, hein, de faire 40 paramètres et puis d'écrire la formule une seule fois et de propager la formule. Donc c'est assez élémentaire, hein, c'est vraiment simple, pas besoin de dérivés, pas besoin de calculs mathématiques délicats. Ça prend en compte tous les ordres, hein, donc éventuellement s'il y a un petit écart, hein, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que si les incertitudes augmentent trop, cette expression-là, hein, qui est un développement linéaire au premier ordre, peut devenir un petit peu fausse. Hein. La méthode Monte-Carlo, elle prend en compte tous les ordres. Hein, elle ne se pose pas de questions et en plus, si certaines variables sont corrélées entre elles, eh bien, là encore, le calcul est plus compliqué. Hein. Là, j'aurais dû commencer par ça, mais il était x, la mesure de x est indépendante de la mesure de l'angle. Hein, voilà, il n'y a pas de corrélation. S'il y a des corrélations entre les variables, la formule devient un peu plus compliquée. Il y a un terme lié à la corrélation, il faut les évaluer, etc. Il faut évaluer le coefficient de corrélation, ça devient plus délicat. Là, par contre, fabriquer des variables corrélées, si vous connaissez le coefficient de corrélation, on l'a vu précédemment, ça n'a rien de difficile. Et vous pouvez tout à fait combiner dans une formule aussi complexe soit-il, hein, donc coupler deux variables aléatoires qui, en plus, sont corrélées. D'accord? Donc là, analytiquement, ça devient très compliqué. Hein. Si je augmente ici, si je reprends quelque chose
d'un petit peu non linéaire, hein, vous voyez bien que ben là, on n'est plus du tout en présence d'une variable normale, et analytiquement, ça devient assez inextricable. Et la méthode Monte Carlo ben, permet de contourner assez facilement ces difficultés-là. Alors, pour terminer, voilà, j'en ai terminé avec cette présentation-là. Hein. J'en profite pour vous présenter un outil qui existe dans le pack d'Osimex. J'aurais pu faire RAS, hein, je vais faire RAS. Je vais revenir en arrière sur mon outil. Ne bougez pas, restez là. Je vais reprendre ici 100 cm plus ou moins 1 et 45 degrés plus ou moins 1. D'accord? Donc une situation confortable où l'estimation est normale. Je vais peut-être un petit peu augmenter pour montrer la différence. Justement, je vais prendre le 5 degrés. Voilà, je vais prendre le 5 degrés. Vous voyez, 5 degrés, il y a une petite différence hein, qui n'est pas énorme, mais hein, on sort de la linéarité. Donc, voilà, on a une différence entre les deux estimations. Je vous rappelle qu'à ce niveau-là d'incertitude, c'est cette estimation-là qui est un petit peu meilleure, d'accord? La valeur moyenne reste la même ici, hein, la valeur maximale, c'est à peu près, se situe aux alentours de 141 cm, d'accord? Hein, donc ça c'est la valeur maximale. Par contre, comme on a une fonction qui n'est pas symétrique, la valeur moyenne, elle se trouve plutôt vers ici, donc elle est un petit peu plus élevée. Voilà. Hein, à partir du moment où sur une loi normale, la valeur moyenne, c'est la valeur la plus élevée. Sur une non-linéarité, bah, très souvent, comme un qui 2, la valeur moyenne ne se situe pas, ce n'est pas la valeur la plus élevée dans la loi de probabilité. Bon, donc, rappelez-vous de ces valeurs-là. D'accord, 45, hein, donc 100 cm plus ou moins 1, 45 degrés plus ou moins 5. Voici les coefficients de sensibilité, ils sont un petit peu différents. Et donc l'outil que je vous propose, qui est ici, hein, il est vendu donc avec le pack d'Osimex, il vous propose et il vous donne la possibilité de combiner jusqu'à 5 variables aléatoires, de x1 jusqu'à x5. Alors vous les choisissez indépendamment l'une de l'autre, soit une loi normale, avec ses paramètres. Donc nous on va prendre ici pour x1, ça sera petit x, on va prendre donc x, on a dit 100 cm avec une incertitude. Alors ici, on compose des variables aléatoires. Hein. Sigma, ça peut être représenté une dispersion physique ou une incertitude. D'accord, voilà. C'est le même, je vous rappelle, c'est le même outil. Hein. Ce ne sont pas les mêmes concepts, mais les outils qu'on utilise pour les composer sont les mêmes. Donc on va prendre une incertitude de 1 cm. Et ici, deuxième loi normale, on va prendre les 45 degrés, plus ou moins 5 degrés. Voilà. Et là, ici, dans cette cellule-là, c'est là qu'il faut écrire le modèle composé. Et donc, le modèle composé, il faut l'écrire de la façon suivante. C'est x1 que divise cosinus. Alors, cosinus de l'angle de x2. Attention au changement de variable. Donc, c'est x2. Hein, il faut l'écrire en clair comme ça. Que divise, là encore, 180. Que multiplie pi. Et je vais essayer de ne pas oublier la virgule. Voilà. Donc, votre modèle composé, vous ne l'écrivez qu'une seule fois. D'accord. Une petite remarque, vous pouvez aussi construire des variables corrélées. Hein. Vous pouvez fabriquer y1 et y2, deux lois normales corrélées avec un coefficient de corrélation, puis les mettre dans une formule composée. Voilà. Vous rentrez la taille d'une simulation. Là, j'ai mis 10 000. Hein. Alors, c'est un code qui est son défaut, c'est d'être un petit peu long, puisque il faut sortir à chaque simulation, à chaque tirage, il faut ressortir du code pour aller chercher la formule composée ici. Faire le calcul à l'extérieur du code et rentrer dans le code. Voilà. Il existe sans doute des méthodes pour rentrer directement la formule dans le code, mais je ne sais pas faire. D'accord ? Donc voilà, 10 000 valeurs, ça prend à peu près 10 minutes hein, sur mon petit portable. Hein, donc je vais lancer la simulation. Je n'avais pas terminé la présentation. Vous pouvez prendre des lois normales, des lois uniformes entre petit a et petit b, une loi triangulaire, une loi exponentielle, une loi de Poisson, une loi en arc sinus pour les températures. Voilà. Donc je vais lancer la simulation et puis je vous retrouve dans 10 minutes. C'est parti. Voilà, c'est terminé.
Alors, j'en profite, hein, j'avais fait une erreur en lançant le code. J'avais laissé dans l'autre fichier des aléas ouverts, hein, des cellules avec la fonction aléa ouvert. Alors que lorsque vous lancez un code VBA, une macro, alors que des aléas sont ouverts dans le fichier ou dans un autre fichier, chaque fois ça fait rebouger les aléas et ça ralentit tout. Hein, donc voilà, j'ai refermé tous les aléas et ça marchait bien. Donc ici on retrouve, la moyenne expérimentale, non pas 141 mais 143, hein, parce qu'on n'a plus cette linéarité. D'accord. Vous avez l'écart type, donc ici, qui est pour nous une incertitude, hein, une incertitude de type. Alors vous pouvez construire des intervalles de confiance, hein, voilà, vous pouvez aller chercher avec des fractiles égaux ou des fractiles différents, vous pouvez aller chercher les bornes basses, donc voilà, là il faut les baisser. Hein. Quand je suis sur le fractile, voilà. J'ai mis fractile égaux, non, voilà, c'est ce que je ne voulais pas faire. Hein, donc vous pouvez piloter. Vous pouvez piloter vos fractiles, hein, et avoir le niveau de confiance que vous voulez entre les valeurs que vous voulez. Hein. Pas obligatoirement symétrique. Hein, donc vous pouvez construire vos intervalles de confiance. Vous retrouvez ici dans l'approximation linéaire, vous retrouvez ici les coefficients de sensibilité, d'accord, avec les valeurs moyennes. Ici, avec ces coefficients de sensibilité et les valeurs moyennes, on retrouve la moyenne obtenue directement par la formule, hein, avec ces deux grandeurs-là. Et avec cette formule classique, on retrouve la propagation des incertitudes suivant l'approximation linéaire, qui est ici de 12,42 et pour 13,31 en méthode Monte-Carlo. Voilà. Donc à ce niveau-là, notez bien, les différences ne sont pas significatives. Simplement, la méthode Monte-Carlo met en évidence cette non-linéarité qui existe et qui peut devenir de plus en plus importante jusqu'à devenir, inopérante. Hein. À un moment donné, lorsque vous vous rapprochez trop de 90 degrés, il faut que vos incertitudes soient extrêmement faibles pour que la mesure ait un sens. Voilà ce que ça signifie. Avant de vous quitter sur ce tableur-là, donc je disais, qui est proposé avec le pack Dosimax, hein, vous avez aussi des petits utilitaires qui vous permettent d'avoir par exemple ici la loi normale, hein, donc ici une loi normale centrée réduite, donc vous pouvez piloter vos fractiles pour jusqu'à avoir à peu près. Alors c'est discrétisé, donc on n'a pas toujours les valeurs, hein, j'ai pas 2,5. Hein. Voilà, donc ça fait un niveau de confiance de l'ordre de 95%. Vous avez donc la loi normale. Après, vous rentrez les moyennes et les écarts types que vous voulez. D'accord. Et puis ajuster les fractiles, bien entendu. Hein, donc, voilà. Hein, hop. Alors, vous avez aussi la fonction de répartition, ça peut servir. Hein, la fonction de répartition. Vous avez la loi de Poisson. Donc là encore, vous pouvez piloter les paramètres et les fractiles. Hein. Alors là, c'est pas très propre, mais c'est un détail, hein, voilà, etc. Vous avez la loi de Student. Donc là, vous pilotez le paramètre unique, hein, rappelez-vous, c'est le degré de liberté. Donc là, 5, 4, 3, 2. Hein, donc là, on tend vers la loi de... Voilà, là, c'est la loi de Student, loi de Cauchy. D'accord. Vous avez la loi du qui 2. Là, pareil, hein, vous pilotez avec les degrés de liberté. Alors, on se rapproche de la loi normale lorsque... D'accord. Donc vous avez... Et puis la loi de Fischer. Voilà. Ça vous permet de vous passer des tables de ces lois. Voilà, écoutez, bien, je vous remercie pour cette dernière vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à me poser. Merci.